Et donc on a présenté ce bronze dans cette vente, qui suivait et là, on a eu le monde entier qui est débarqué, le Palazzo Pitti était là, d'autres musées, le Getty et cetera. Ils sont venus pour ce bronze et finalement on l'a vendu 1 105 000. Chaque objet d'art a une histoire à raconter, une histoire qui devient mythe, un mythe qui devient légende. Bienvenue dans Rosso Antico, le podcast qui explore le marché de l'art et ses coulisses. Ici, vous entendrez les voix de celles et ceux qui le font vivre. Galeries, experts, collectionneurs, maisons de vente. Partez pour un voyage unique, où la tradition et le savoir-faire riment aujourd'hui avec l'innovation digitale et technologique. De nouveaux enjeux rebattent les cartes du secteur et redéfinissent l'essence même du collectionnisme au XXIe siècle. Venez avec moi, je suis Borna Scognamiglio et ça, c'est Rosso Antico. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rosso Antico. Si vous vous êtes toujours demandé quelles sont les facettes du métier de commissaire-priseur, eh bien, vous êtes bien tombé. Mais avant de découvrir notre invité, n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast, que ce soit sur Apple Podcasts, Spotify ou YouTube, en laissant au passage un petit commentaire et une note 5 étoiles pour diffuser Rosso Antico au plus grand nombre. Et maintenant, place à l'invité de la semaine, David Kahn. Bonjour David, Bonjour, comment allez-vous? très bien, merci. Eh bien, je suis ravi de vous avoir avec nous sur Ressentico aujourd'hui. Je suis content parce que je vous ai devant moi sous une double casquette, hein, en tant que directeur de votre propre étude Cannes et Associés et vice-président du CIMEV, le syndicat national des maisons de vente volontaires. Et on va parler de plein de choses aujourd'hui. Mais la première question que je pose à nos invités, David, est pouvez-vous vous présenter? Eh ben, merci beaucoup. Donc, je suis donc David Kahn, je suis, commissaire-priseur, et installé à mon compte depuis, à peu près 22 ans. Voilà, j'ai créé, Canet Associés il y a 22 ans. J'ai repris une ancienne étude qui était l'étude couturier, banque couturier, donc qui date depuis, 1800 et quelques. Donc j'ai repris l'étude judiciaire et la partie volontaire, c'est ce qui nous concerne surtout aujourd'hui. Voilà, avant j'étais donc en stage, j'ai été en stage à New York, à Londres, à Paris, pour différentes études avant de m'installer à mon compte et voilà, maintenant et je suis installé dans le 17e et je fais mes ventes à Drouot et par le biais des plateformes, existantes qui sont en particulier Interenchères et Drouot.com. Voilà. J'ai une activité assez, généraliste. Voilà, je touche à tout. Excellent et je voulais, vous demander aussi, comment vous avez en fait, décidé de vous dédier, de vous consacrer, à l'art et au marché de l'art? C'est une vocation, que vous aviez, quelque chose, dans la famille, Alors, en fait, pas du alors ma famille, aime l'art comme ça par, plaisir, mais pas du tout. Donc moi, j'ai toujours aimé l'art, quels que soient les moments. J'ai toujours aimé les musées. Il se trouve que, je ne trouvais pas vraiment ma voie, donc j'ai fait, du juridique parce que ça menait à peu près à tout et au bout de 4 ans de droit, je me suis retrouvé à faire un stage chez Christie's à New York. Je connaissais assez pas du tout le monde des ventes aux enchères. J'ai découvert à cette occasion, j'ai trouvé ça passionnant et quand je suis revenu, j'ai passé le concours de l'école du Louvre, puis après j'ai passé le concours de commissaire-priseur et comme je connaissais assez mal le métier, j'ai fait des stages en même temps un peu partout pour pouvoir découvrir, ce que c'était que ce métier que je ne connaissais absolument pas. J'avais jamais mis les pieds avant dans une salle de vente et ce qu'il en était donc je l'ai découvert, par le biais de ce stage, où c'était la grande découverte de l'art comme j'aime et du monde du marché de l'art. Voilà, donc c'est ce qui m'a passionné et j'y trouve beaucoup de plaisir. Il faut de toute façon, c'est un métier passionnant. Comme vous le savez, voilà. absolument, c'est un métier passionnant et passion et je pense que vous en êtes, pas mal sorti donc c'est On est toujours là. c'est ça, une belle source, d'inspiration pour nos auditeurs qui souhaiteraient, suivre, votre chemin. Eh bien, David, je voulais, vous demander aujourd'hui, vous êtes aussi donc, vice-président, d'un syndicat qui est un syndicat très important, c'est le syndicat qui fédère et unit, les maisons de vente volontaires, donc le CIMEV. Déjà, est-ce que vous pourriez le présenter en quelques mots et aussi nous dire, comment en fait votre vie quotidienne, se balance entre, l'activité de l'étude et celle du syndicat? Alors oui, c'est le syndicat des maisons volontaires. En fait, si vous voulez, il faut comprendre que,
les commissaires-priseurs étaient je fais un petit peu d'historique, mais que vous compreniez un peu ce qui s'est passé dans notre métier et ce qui a changé et aussi, les confusions qui existent dans notre métier. C'est que le commissaire-priseur était jusqu'en 2000, des officiers ministériels comme les notaires, les huissiers. C'est-à-dire qu'ils expertisaient bien sûr toujours les biens mobiliers, quels qu'ils soient, mobilier corporel, incorporel et les mettaient en vente aux enchères. Mais c'était un monopole. C'est ce qui signifiait que les sociétés anglo-saxonnes comme Sotheby's, Christie's ou autres, étaient installées en France, mais ils ne pouvaient pas faire de vente aux enchères puisque ils n'avaient pas ce monopole, ils n'étaient pas officiers ministériels. Ayant, présenté une requête auprès, des tribunaux européens, la France a perdu et donc on a dû changer, le système français et le système français a été coupé en 2. C'est-à-dire que les commissaires-priseurs tels qu'ils étaient, on ne les a pas libéralisés, on a coupé, on a dit: «Voilà, vous avez une partie de votre activité qui reste du monopole et vous allez être donc toujours des officiers ministériels», on appelait ça des commissaires-priseurs judiciaires et à côté de ça, vous allez, créer des sociétés commerciales comme Sotheby's et Christie's et pour faire les ventes aux enchères. Ça a eu un impact, c'est que comme nous étions des officiers ministériels, nous étions un organe aussi représentatif et à partir du moment où nous sommes devenus des sociétés commerciales telles quelles, il se trouvait que nous avions besoin d'un syndicat pour pouvoir représenter toutes ces nouvelles maisons de vente qui, se créaient à l'issue de ce changement de loi en 2000 et l'appliquer en 2001. D'où la création de ce syndicat, c'était donc il y a pratiquement plus de 20 ans maintenant. Voilà et la nécessité donc d'avoir un syndicat qui représente la profession auprès en particulier, de l'État et de tous les organismes existants, que ce soit les différents ministères de l'économie, de la culture, de la justice et cetera. Donc voilà un petit peu la naissance de ce syndicat qui est là pour fédérer l'ensemble, des maisons de vente volontaires, des commissaires-priseurs dits volontaires, pour, justement, les défendre au niveau de l'Europe, au niveau de la France, sur les différents, problématiques que nous suivons. Très bien et justement aujourd'hui, selon vous, quels sont les plus grands défis, pour la catégorie professionnelle et comment le syndicat se pose en défenseur et en promoteur des droits, et devoirs, des maisons de vente? Alors je vais pouvoir arriver compte juste pour vous dire que quand même la vente aux enchères, c'est pas que l'objet d'art. Bien sûr. La vente aux enchères, il faut qu'on vienne comprendre que, par exemple, les plus grosses maisons de vente aux enchères en France aujourd'hui qui font le plus gros chiffre, sont des maisons de vente de véhicules. Les maisons de vente de véhicules sont les plus gros, celles qui font le plus gros produit, de vente, avant les objets d'art. Donc ça veut dire qu'on vend des véhicules d'occasion, ça veut dire que c'est aussi des chevaux, c'est aussi des objets d'art et nous sommes là pour représentant l'ensemble de cette profession qui est quand même très, très large et qui touche donc plusieurs sujets et plusieurs thématiques. Donc voilà, je préférais préciser, que ça ne concerne pas seulement que les objets d'art, même si cette partie du cœur est ce qui nous passionne, mais le matériel industriel est passionnant et les véhicules aussi, chacun y trouve son bonheur, c'est pas un souci. Heu donc les grands sujets qui nous préoccupent aujourd'hui, il y en a plusieurs. On a des problématiques sur, comme vous le savez, des problématiques sur l'ivoire, par exemple, ou qui sont aujourd'hui interdits de vente et heureusement qu'ils le sont. Mais il y a encore des problématiques pour, les faire expertiser parce que tout ce qui est avant 1945 a le droit d'être vendu. Donc il y a, des choses encore à améliorer, vis-à-vis de nos organismes pour leur faire comprendre des évolutions. On a un grand travail à faire auprès de l'Europe sur les problématiques de provenance. Nous sommes à la pointe, on essaie de travailler évidemment avec les problématiques de trafic d'œuvres d'art, qui existent, provenance, d'antiquités. Donc là, on y fait très attention et nous faisons beaucoup, d'explications auprès de nos confrères et consoeurs et aussi auprès, du gouvernement, qui on est en lien pour pouvoir en discuter. Mais, les notions de provenance se développent de plus en plus et on veut les élargir sur plein d'autres domaines et ce qui complique parce que ça pose un problème de savoir qu'en fait, demain, possession vaut titre, donc on se trouve en opposition entre ce qu'on possède et la plupart du temps, on travaille avec des successions ou autres où des gens sont décédés, donc on n'a pas forcément toujours de façon de relier les provenances qui peuvent exister au 18e, 19e siècle, donc c'est très important. On a encore besoin de faire évoluer la profession dans notre représentativité, pour, bien faire découvrir nos domaines auprès du public aussi, d'où les journées marteaux, on va pouvoir en parler, parce qu'on reste malgré tout une profession, qu'on voit au cinéma, dans les James Bond ou autres, mais que finalement la population connaît moins, et parfois extrapole sur ce qu'on peut vendre.
Donc voilà, on a plein de champs, sur lesquels nous travaillons. Nous sommes aussi très importants parce que nous intervenons dans le cadre de conventions collectives, puisque c'est nous qui représentons, la partie patronale, et donc on discute aussi bien tous les salaires concernant l'ensemble de la profession. On s'occupe et on suit toute la formation professionnelle aussi de notre profession en accord avec le conseil des maisons de vente. Donc on a un panel très large et puis, bah, il y a aussi toute l'évolution électronique, toutes les applications, évidemment des nouvelles plateformes et de ce que ça suit, et ce que ça entraîne en termes de sécurité pour les acheteurs, pour les vendeurs, voilà, c'est une défense de la profession et c'est aussi un organisme qui sert aussi à les prévenir, à expliquer, à informer l'ensemble de nos professionnels sur les modifications, législatives ou que nous on souhaite essayer de faire évoluer. Tout à fait. Eh ben, écoutez, c'est très clair. Merci pour, votre réponse. Je reviendrai aussi sur le côté peut-être innovation, technologique et digitale parce que je pense que c'est un point très important dans l'évolution et la transformation du métier. Mais, je voulais maintenant me concentrer sur un événement très important que sont les Journées Marteau, organisées par le CIMEV et qui en 2026 en seront à leur 20e édition, n'est-ce pas? Et qui se tiendront, du 26 au 31 mai. Donc, est-ce que vous, pourriez, David, nous en dire un peu plus sur les Jeux Marteau? Quel est leur, objectif, et comment, sont-elles, organisées de manière, capillaire, dans toute la France? Alors, si vous voulez, ce qui est, très important et la création des Journées Marteau, c'était juste un peu le but, c'est de faire découvrir au public nos métiers. Nous sommes implantés dans toutes les régions de France. Nous avons pour la plupart, c'est un peu particulier sur Paris, mais on en a, puisqu'on est les plus nombreux, mais des maisons de vente un peu partout en France et c'est vrai que les gens ont parfois peur de découvrir ou de savoir ce qu'il en est. Nous faisons partie du maillage territorial puisque on fait passer des publicités pour annoncer nos ventes dans les journaux locaux. Nous annonçons donc, souvent les ventes ont lieu le week-end, beaucoup plus en province qu'à Paris. Mais ça c'est dû pour justement permettre aux gens de sortir, de découvrir, nos maisons de vente. Donc c'est le moment où, les c'était en fait, si vous voulez, des portes ouvertes pour faire entrer un peu plus le public, souvent avec, des propositions de nos confrères et consoeurs sur, bah, des expertises gratuites, sur des présentations, d'objets particuliers, sur, en même temps des ventes aux enchères, qui vont organiser sur des thématiques. Donc chacun et chacune de nos membres, essaye, en fonction de ses moyens, de ce qu'ils ont à ce moment-là, d'ouvrir ses portes pour que le public puisse venir connaître, découvrir ce métier, découvrir ce que nous faisons, découvrir nos expertises, et découvrir aussi ce que c'est qu'une vente aux enchères avec des objets qui peuvent valoir de petites collections à 5 € comme plusieurs milliers d'euros, mais on touche tous les domaines et c'est vraiment un rapport donc on est en lien beaucoup avec les journaux régionaux qui font un excellent relais de justement du travail, des confrères, des consoeurs, et de ce qu'ils proposent pour justement ouvrir au maximum au public et nous faire, mieux connaître. Très bien. Et je voulais donc, aussi, par rapport à ce que vous avez dit finalement, souvent, dans l'opinion publique, les ventes aux enchères, si on se concentre sur l'art, bien sûr, vous avez bien expliqué que c'est un domaine, celui de vos membres, de vos études, bien plus large que l'art en tant que tel. Mais on a l'impression que souvent c'est quelque chose qui est, un peu élitiste, il faut être très connaisseur, parfois, ça les spectacles d'art partent, à des prix, délirants. Mais en fait, quand on creuse, c'est pas vrai, c'est bien le contraire. Mais est-ce que donc, c'est ça aussi le rôle, des Jeux et Marteaux, de faire comprendre que, bah, en fait, il y a une énorme part, de l'iceberg qui est submergée et qui justement est celle qui fait vivre la pointe? En fait, si vous voulez, je pense que les ventes aux enchères, c'est ouvert pour tout le monde. Ce qui est important, c'est pas se précipiter, c'est découvrir ce monde parce que c'est vrai que c'est un monde particulier. Alors, on en parlera si vous voulez au niveau des plateformes. Est-ce que ça a changé aussi dans l'approche qu'on avait? Mais quand on est dans une salle et quand on suit une vente aux enchères, il y a tout un cérémoniel. Vous avez parfois un crieur, vous avez la manutention, vous avez des gens partout qui parlent. Vous avez aussi une notion d'estimation et puis vous voyez que ça part beaucoup plus haut parfois, donc on ne suit pas toujours. Ce qui est important, c'est de savoir sur quel domaine on est intéressé ou quel objet il nous intéresse. Et puis si c'est un artiste, suivre un petit peu, voir un petit peu la cote, ce qu'il fait, et cetera, pour voir un peu les valeurs. Parce que évidemment, un tableau, en une huile sur toile fait pas la même valeur que, quand c'est un dessin ou quand c'est une lithographie. Donc en fonction du format, en fonction de la typologie, voilà. Donc
Je pense que la vente aux enchères, c'est comme tout domaine, ça s'apprivoise petit à petit pour connaître déjà la notion de valeur. La notion de valeur est toujours compliquée puisque c'est une valeur d'offre et de demande et il suffit qu'il y ait 2 collectionneurs sur un objet qui vont monter ce jour-là et puis le lendemain, vous en mettez le même, mais comme un des 2 collectionneurs l'a obtenu, bah, il y a plus de concurrence. Donc évidemment, il faut plus le même prix puisque la dispute qu'il y a eu le jour d'avant, bah, elle a plus lieu le jour d'après. Donc c'est aussi ça ce rapport. Donc c'est pour ça qu'on voit aussi fluctuer des prix, qui peuvent être plus ou moins importantes parce que, bah, le coup de cœur joue, et c'est important, c'est ce qu'il faut faire. Et donc je pense qu'il faut y aller à petits pas pour découvrir et ce monde, qui permet d'avoir de très bonnes affaires à des prix qui restent très raisonnables dans beaucoup de domaines et puis il y a des prix plus élevés, mais évidemment, mais il faut déjà s'intéresser par soi-même à ce qu'on veut et connaître un petit peu, regarder, voir les ventes avant de se lancer. Parce que sinon on peut, être un peu dé pas comprendre et avoir peur de se lancer, donc il faut d'abord peut-être apprivoiser petit à petit et les journées marteaux servent au moins à découvrir un petit peu ce monde-là. Aller surtout à la vente aux enchères pour découvrir comment ça fonctionne et ne plus en avoir peur et pouvoir ensuite, s'exprimer, soit en venant en salle, soit en suivant par le biais des plateformes aujourd'hui qui existent. Excellent. Et justement pour parler, des plateformes, donc ce qui m'amène à la question sur, l'innovation, et à comment en fait, les maisons de vente, se transforment et dans leurs pratiques, et dans leur usage et comment elles attirent finalement, de nouveaux publics, qui sont souvent, loin du pupitre, et du marteau, du commissaire-priseur, mais qui sont connectés à une webcam. On en parlait, pas mal avec Alexandre Giquelot, président de Drouot, dans un épisode précédent, mais j'aimerais aussi avoir, votre avis. Juste une petite parenthèse, la vente aux enchères, c'est un système qui met en rapport donc une offre et une demande. Nous, les commissaires-priseurs, nous sommes des intermédiaires. Nous sommes des intermédiaires entre l'acheteur et entre le vendeur et l'acheteur. Pourquoi? Parce que c'est nous l'objet passe entre nos mains et passe avec notre expertise ou celle de nos experts spécialisés quand c'est nécessaire. Ça veut dire que nous garantissons la descriptif de ce qui va être vendu et nous le garantissons auprès d'un acheteur. Parce que le numérique a changé beaucoup de choses. Beaucoup de gens utilisent, entre guillemets, «le système de vente aux enchères», c'est-à-dire on monte un prix avec différentes personnes, mais il n'y a pas toujours cet intermédiaire qui est le commissaire-priseur et qui, si vous voulez, anonymise le vendeur soit, mais aussi en prend la responsabilité de ce qu'il vend. Ce qui fait que c'est une garantie pour l'acheteur. Il faut savoir qu'en France, nous avons la chance et par contre, l'indiquons pas souvent, c'est que nous avons une responsabilité vis-à-vis de l'acheteur par rapport au descriptif que nous faisons pendant 5 ans. C'est-à-dire que, ce que nous écrivons est un élément contractuel et sert à garantir, à l'acheteur ce qu'il a acheté. Donc, ça reste important parce qu'aujourd'hui les plateformes existent. Il y a plein de plateformes différentes qui utilisent le système de vente aux enchères, mais qui ne sont que des plateformes et qui mettent parfois en relation directement le vendeur particulier à un acheteur, vendeur particulier ou professionnel à acheteur et ne servent juste à faire qu'un lien, sans servir de garantie sur ce qui est vraiment proposé. Donc la différence des plateformes des commissaires-priseurs qui appartiennent aux commissaires-priseurs. Il y en a 2 importantes, hein. On a Drouot.com, bon, Alexandre Giquelot en est le président en particulier de la holding et entre autres Interenchères.com. Ce sont des plateformes tenues par des commissaires-priseurs français qui appartiennent et qui donc, si vous voulez, entraînent la responsabilité de ce qu'ils proposent. Donc je pensais que c'était important de l'indiquer parce que, il y a beaucoup de confusion sur ce qui existe, il y a beaucoup de choses qui existent. Et donc, si vous voulez, il ne faut pas pouvoir, se perdre et comprendre, ce que ça implique. Ce qui implique aussi, c'est que ces plateformes sont des relais des maisons de vente qui sont toutes indépendantes. Même chose quand vous allez dans une salle à Drouot. Drouot est un lieu qui est présenté, mais où il y a différents commissaires-priseurs. Il n'y a pas la maison de vente Drouot, c'est le lieu où différents commissaires-priseurs se présentent. Et ben les plateformes, c'est pareil, que ce soit celle de Drouot.com ou d'Interenchères. Chaque commissaire-priseur propose ses lots à la vente dans des ventes thématiques ou plutôt larges et si vous voulez, les rapports que vous avez, la plateforme sert d'intermédiaire pour le système de mise en place et donc est un excellent relais, un énorme relais, parmi en Europe, dans le monde, pour, présenter les œuvres, des différents commissaires-priseurs. Mais ce sont des maisons de vente qui chacune, font leurs ventes avec leurs spécificités, importantes. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder quand on est un internaute, qui va vendre,
dans quel pays ça a lieu, dans quelle région ça a lieu, dans quelle ville, pour pas dire: «Ah, cet objet m'intéresse», mais tout d'un coup, il est en fait à 300 kilomètres de là où on était, donc c'est pas forcément évident. Faut bien savoir que si on achète quelque chose, s'il est volumineux ou pas, bah, pas se trouver en problématique de transport derrière. La problématique des frais, puisque les frais sont libres, ce sont les ventes volontaires, donc bien regarder les informations sur donc où sont situés les biens, quels frais sont appliqués en plus du coup de marteau? Très important puisque chaque maison de vente le fait de façon différente, en fonction des types de produits. Donc tous ces éléments sont des éléments très importants qu'il faut, que le public doit adopter pour participer à une vente avant de se lancer par un coup de cœur et puis tout d'un coup s'apercevoir qu'en fait l'objet est très, très loin ou très volumineux et qu'il ne sait plus comment il va le transporter. Heu, donc je pense que voilà, ce sont des éléments très importants avant de pour découvrir la vente aux enchères, mais mais aussi ce que nous apportons comme garantie auprès des acheteurs. Est-ce que vous voulez qu'on développe plus sur chacune, les spécificités ou autres? C'était pour savoir justement, comment le digital a un peu, disrupté, voire, permis en fait de remplir des salles de vente qui, sont des lieux physiques, mais aussi aujourd'hui sont des lieux, heu, dans lesquels, justement quelqu'un, bon, qui habite à Sydney, en Australie, bon, s'il achète une statue, en France, alors là, c'est vrai que là, il l'a récupérée, mais au moins il a la chance de pouvoir, enchérir et surenchérir, depuis Sydney, depuis son fauteuil. Bah, en fait, si disons que le covid, comme dans beaucoup de domaines, a beaucoup bouleversé, la vente aux enchères. La vente aux enchères existait déjà de façon digitale avant. Le covid ne l'a fait qu'accélérer, en particulier par le mode de paiement directement sur nos sites pour pouvoir régler. Donc ce qui a changé, c'est que évidemment aujourd'hui, les gens aiment bien encore se déplacer en salle, mais on s'est aperçu, que les gens finalement, bah, ne s'intéressent plus forcément ni à toucher l'objet, ni à venir le voir. On fait encore des expositions physiques, mais les gens viennent moins et finalement suivent. Ce qui nous a entraîné dans plusieurs choses. La première, c'est d'être plus qualitatif dans les descriptifs que nous faisons, pour pouvoir donner plus d'informations aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Donc ça a changé notre manière de faire. Mais aussi, ça a changé dans la manière de faire parce que ce descriptif qui était peut-être plus light pour des objets de moindre importance, l'est devenu tout autant parce que bah, les acheteurs nous achètent aussi bien des petits objets que des gros objets. Ce qui signifie que ça nous demande plus de temps, autant de temps que pour un objet qui vaut beaucoup d'argent comme un petit objet. Ensuite, ça a demandé l'organisation de plus de photos pour montrer l'objet sous différentes coutures. Ça signifie aussi que, on a eu plus de demandes d'informations sur les objets que nous présentons, les meubles que nous présentons, les tableaux que nous présentons. Donc pour éviter 50 000 questions parfois, nous faisons beaucoup plus de photos et nous présentons beaucoup plus de photos pour permettre à la personne de s'en rendre compte. Après, il est certain que les gens doivent bien lire aussi les descriptifs. Les dimensions sont importantes. Donc, je ne dis pas les événements, mais parfois on ne se rend pas compte. Donc, il faut parfois essayer d'être avec un propre mètre et voir parce que mettre 1,30 m, ok, c'est l'air comme ça, mais si vous l'essayez, c'est plus facile de dire bah, ça rentre dans ma voiture ou pas. C'est toujours le même problème de transport. Ou à Sydney, c'est très bien d'acheter un objet à 5 euros, mais si le coût de transport, l'objet coûte 200, est-ce que ça a vraiment un intérêt? Donc, on s'aperçoit de toute manière que oui, nous avons on a aujourd'hui un public mondial qui intervient. Hem, nos plateformes, aussi sont très réputées parce qu'elles font aussi, elles cryptent, elles font attention à des personnes qui, ne paieraient pas correctement ou qui poseraient problème. Donc, on fait attention à nos acheteurs qui allument nos vendeurs. De même qu'on s'aperçoit que les gens aussi font attention à la proximité et donc quand on voit aujourd'hui, on a des statistiques dans nos maisons de vente pour se rendre compte que c'est quand même des gens d'abord proches qui achètent ou, régionalement proches pour pouvoir faire. Après, pour des objets très importants, là, le niveau est international et le transport au lieu n'a pas vraiment d'importance puisque, ça reste, une goutte infinitésimale par rapport à la valeur de ce bien. Mais dans l'ensemble, comme on vend quand même de la gamme moyenne, marchandises ou haut de gamme, ça reste quelque chose d'assez régional, et les gens, ils font attention. Voilà, donc on a un partage entre, pour certains, encore la salle de vente avec, toujours les plateformes internet. Moi, je fais beaucoup moins de ventes en physique sur place dans les salles comme je faisais à Drouot et j'en fais beaucoup de façon dématérialisée, en étant voilà, en live et donc ça nous fait, des ventes avec 200, 300, 400, 500, 600 personnes qui peuvent suivre en simultané une vente qui peut durer 4, 5 heures ou 6 heures en fonction de l'autre élément important, c'est que vous êtes plus obligé de suivre la vente comme on le faisait avant. Vous pouvez laisser des ordres secrets dans la plupart des plateformes avec un maximum. C'est peu secret dans le sens où nous ne sommes pas au courant du fait des valeurs qui ont été laissées par les internautes. Nous savons juste qu'il y a eu de l'intérêt sur tel ou tel objet, que les gens
sont allés voir en gros plutôt cet objet plus qu'un autre, mais on n'a aucune information sur ce que ça va faire. Ce qui est ce qui est beaucoup plus compliqué pour nous de travailler, ce qu'on faisait alors qu'avant on avait plus d'informations sur une vente, les gens voulaient des téléphones et autres. Aujourd'hui, on sait juste que les gens sont inscrits, mais on ne sait pas s'ils sont inscrits pour toute la vente, pour un seul lot ou s'ils ont laissé des ordres. Donc ça laisse, planer plus de suspense, on va dire, sur une vente et sur, ce que peuvent faire certains prix. Excellent. Bah, merci beaucoup David pour, ces informations et je pense que ça va intéresser énormément, pour, justement permettre de rentrer dans les rouages, du système qui justement n'est pas forcément très connu. David, on arrive vers la fin de notre épisode, mais je voudrais quand même vous poser une question un peu plus, personnelle, parce que quand on parle d'un métier passionnant, je voudrais quand même revenir un peu à votre histoire et à peut-être nous raconter une vente mémorable qui vous a, vraiment touché de par l'histoire, d'un objet, d'une personne, d'une famille, l'histoire qui se cache derrière un objet. Est-ce que vous auriez un exemple à nous donner qui vous vient à l'esprit? On voit beaucoup de choses. Il y a des choses qui sont tout à fait étonnantes, voilà. J'ai eu l'occasion, de faire un inventaire dans le cadre d'une succession de la tante d'une jeune femme, qui la connaissait assez peu, mais cette dame donc n'avait pas d'enfant. Elle a tout légué à sa nièce, qui découvrait plus ou moins l'appartement puisqu'elle avait finalement jamais vraiment connu cette tante et donc on va faire l'expertise et donc je fais mon inventaire et je vois quelques beaux bronzes et un magnifique bronze qui représente David et Goliath. Mais on est en plein mois de juillet, il fait une chaleur en fin de journée, les persiennes sont en moitié, donc on le voit un petit peu, je donne une certaine valeur parce que je le trouve très beau, mais j'ai pas plus d'informations en la matière. Il se trouve qu'ensuite, cette jeune femme, m'appelle, en septembre-octobre en me disant: «Écoutez, j'ai comme des gros droits de succession» parce qu'à ce moment-là, évidemment, quand on est héritier pas direct, on paye beaucoup de droits. Heu, En contrepartie, l'État est principalement presque l'héritier principal et voilà et donc elle me demande de vider l'appartement, de faire la vente des biens qui s'y trouvent. Donc je retourne, je reviens, je revois ce magnifique bronze, je le trouve très beau, je le ramène à mon bureau en me disant: «C'est quand même un beau bronze, il fait 19e dans la manière d'être» et cetera. Bref, je le montre à mon expert qui me dit: «Ah oui, oui, c'est intéressant, ça fait penser à tel artiste, faut que je creuse un petit peu». Moi, je pensais que c'était une copie. Vous savez, dans les bronzes, ce qui est intéressant, c'est que, la plupart du temps, c'est des copies d'après d'originaux, donc c'est toujours des reprises. Donc, on cherchait, de quelle copie il s'agissait, parce qu'on ne connaissait pas bien. C'était un David et Goliath et on ne trouve pas. Donc on ne sait pas, on se dit: «Bon, c'est peut-être un original», mais dans la manière dont il est monté, heu, il est vixé et cetera, on se dit: «Bon, bah, ça fait quand même très 19e, même si c'est une magnifique patine». Mon expert pense à un artiste et des bronzes comme celui-ci, c'est un artiste italien du XVIIIe siècle. On va au Palazzo, Pitti qui en a, des exemplaires et on vient avec des photos parce que trimballer le bronze, c'était quand même un peu lourd, donc on prend des photos de grande qualité. On va au musée, comme on ne sait pas s'il est bon ou pas, on prend un train de nuit, pour Florence avec l'expert. On arrive sur place très tôt le matin, on est accueillis, on nous montre, des bronzes équivalents, on se dit: «Ah bah, ça ressemble pareil» et là, on découvre que dans les bronzes italiens, ils étaient en avance. Ils faisaient des bronzes déjà avec des vis et déjà très avancés par rapport à nos bronzes 18e et que donc l'impression qu'on avait du bronze qui semblait 19e, c'est parce que le bronze italien était fait différemment. Donc vous voyez, c'était voilà. Donc on l'a présenté à la vente sur un prix, moyen parce qu'on savait pas, il y a eu un père et un fils qui étaient dans le même atelier, qui travaillaient et j'avais, bah, prévenu ma cliente légèrement en disant: «Écoutez, vous aurez peut-être une surprise». On avait dû, l'estimer aux alentours de, 100 000 €, voilà, en disant: «Écoutez, vous êtes à la vente surprise, mais je ne sais pas si vous voulez participer à la vente». Elle dit: «Écoutez, je vous fais confiance, ouais» et donc on a présenté ce bronze dans cette vente, qui suivait et là, on a eu le monde entier qui est débarqué. Le Palazzo Pitti était là, d'autres musées, le Getty et cetera. Ils sont venus pour ce bronze et finalement on l'a vendu 1 105 000. Et donc si vous voulez, bah, j'étais, très heureux parce qu'on avait fait une découverte d'un bronze qui, on pense, avait peut-être été enlevé au moment des campagnes d'Italie parce qu'il provenait de la duchesse de Toscane, de sa collection privée. On ne sait pas comment il est arrivé chez cette tante en France, qui n'avait strictement aucune idée du bronze sûrement et la nièce encore moins et si vous voulez, la nièce était, bah, j'ai dû lui dire quand même de s'asseoir, de prendre son temps, de lui expliquer qu'elle avait quand même un petit peu gagné d'argent, qu'elle pouvait s'acheter une maison comme elle souhaitait le faire.
bah, voilà, pour, lié à la succession. Donc c'était, une histoire de découverte d'un bronze qui fait maintenant encore l'objet d'une qui est exposé, qui a été acquis par un grand collectionneur anglais, qui a écrit un livre sur la collection de bronze qu'il a et on le retrouve dedans. Voilà, c'est des Fonzini et donc ça, c'est une belle histoire, voilà. De même que j'ai fait un record du monde pour un vêtement de poupée, Gauthier Langros je crois que j'ai dû faire, 500 €. Mais alors qu'un vêtement vaut 10 €, donc si vous voulez, c'est le record du monde. Voilà, donc il y a des choses où 500 €, c'est une faible somme, mais par rapport à des vêtements de poupée, ça reste une somme très importante. Ouais, Exactement, tout est relatif. Excellent. voilà, donc on a tout type d'objets, c'est pour vous dire qu'on a aussi bien des bronzes très importants que des vêtements de poupée ou, des Dinky Toys ou, tout type d'objet, qui reste notre passion et c'est pas la valeur en soi est anecdotique, ça voilà, c'est important l'important c'est qu'on puisse, les mettre en valeur, les présenter, et les faire découvrir. Et une dernière question, David, avant de nous quitter. Hem, Si vous aviez, des conseils, à donner à des jeunes qui aspirent à devenir commissaire-priseur ou se lancer dans cette, carrière, quels conseils, vous, leur donneriez? Alors, tout d'abord, faut être passionné parce que c'est un métier difficile, qui demande de alors quand on aime, c'est beaucoup plus facile de le faire que quand on n'aime pas, c'est certain. Ensuite, faire des stages pour découvrir déjà le métier, voir s'il vous plaît. Donc pouvoir aller voir, voilà, vous pouvoir être stagiaire, je crois que c'est assez facile de pouvoir devenir stagiaire. On touche à tout, on ne demande pas forcément des connaissances particulières, mais ça permet quand même de découvrir ce qu'est le métier, ce qu'on fait, parce que c'est un métier qui est aussi très administratif, ça demande beaucoup de rigueur, parce qu'on manipule beaucoup d'objets et on ne doit pas faire de confusion, donc on doit être certain que ça appartient à un tel, qu'on doit le gérer, donc ce n'est pas que aller chercher les objets, c'est traiter aussi les ventes, c'est aider du personnel, c'est traiter, de l'administratif, c'est traiter la législation, c'est beaucoup de connaissances dans plein de domaines. Donc il faut donc avoir la passion de l'objet, faire des stages pour découvrir, ce métier et à partir de là, pouvoir poser les bonnes questions et la chose importante à mon avis, c'est qu'aujourd'hui, du fait qu'il y a beaucoup d'équivalence, quand vous avez fait du droit par exemple, vous dites: «Bah, je vais faire de l'histoire de l'art, je vais faire 1 an» et cetera. Je trouve important de revenir au fait qu'on fasse des études. À l'époque, je suis pas un dinosaure, mais quand même une vingtaine d'années, bah, j'avais 4 ans de droit. Quand j'ai refait de l'histoire de l'art, j'avais pas d'équivalence, j'ai dû recommencer avec des gens qui sortaient du bac et j'ai fait 3 ans de l'école du Louvre. Mais ces 3 ans d'école du Louvre m'ont apporté énormément. Aujourd'hui, faire juste une équivalence d'un an, c'est un peu léger, je trouve, dans les connaissances dont on a besoin pour bien connaître ce qu'on fait. On n'a pas que des objets d'art, entre guillemets, qui sont dans les musées de ce qu'on voit, mais ça nous permet de faire des comparatifs avec ce qu'on a vu, avec ce qu'on a connu et c'est comme ça qu'on travaille, c'est de se dire: «Ah bah oui, ça me fait penser à un tableau du 17e un tel, ça fait penser à un tableau du 16e, ça c'est plutôt Von Herb, ça c'est une sculpture, voilà, qui vient d'Afrique et c'est, les Dogons ou, les Bambara du Mali». Donc je pense que c'est important de pas voilà, on a toujours tendance à faire des équivalences pour aller plus vite ne change rien dans ce métier, c'est l'expérience et donc avec le temps qu'on s'améliore, on se bonifie comme le vin et donc c'est important d'avoir ces bases-là pour bien connaître et aussi savoir ce qu'on veut faire. Voilà ce que mon avis. Très bien. David, Kahn, merci beaucoup pour, nous avoir, raconté votre métier, votre quotidien et notamment votre rôle en tant que vice-président du CIMEV. Je vous, dis à très bientôt et je vous dis encore merci. Merci encore. Bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à noter Rosantico avec 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Cela nous aide énormément à le diffuser et à faire grandir notre audience. Rosantico est un podcast produit par Winkelmann & Co, société spécialisée dans les services innovants à destination des professionnels du marché de l'art. Si vous voulez en savoir plus, connectez-vous sur www.winkelmann.co. Merci et à bientôt.